Bienvenue dans la zone d'inconfort, le podcast où oser se livrer transforme l'inconfort en opportunité d'échange et de réflexion. Aujourd'hui, je reçois Jordan Rotella, connu pour ses parodies de stars de la télé-réalité, dans lesquelles il reprend les codes de la pop culture sur les réseaux sociaux. Ensemble, on parle de confiance en soi, de féminité et de masculinité, de représentation queer et de la façon dont nos parcours et nos contenus peuvent contribuer à faire évoluer les mentalités. Est-ce qu'on peut bousculer les mentalités à travers la création de contenu ? Est-ce qu'assumer une part de féminité quand on est un homme est un engagement politique ? Comment apprivoiser sa timidité et son manque de confiance en soi ? Autant de questions qu'on aborde dans cet épisode. Si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos retours en commentaire. Bonne écoute. Bonjour Jordan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir dans cet épisode de la zone d'inconfort. Je suis hyper content que tu sois là. On a un peu eu du mal à démarrer, on a eu des petits problèmes techniques, mais ça arrive. Ça arrive. Tu dis ça à quelqu'un qui a toujours des problèmes techniques, donc bon. Est-ce que tu te sens prêt ? Bah oui, ouais. Après zone d'inconfort, à quel point, je ne sais pas, on verra. On verra. Nous verrons. On ira où tu veux bien me mener et où je veux bien te mener aussi. Alors peut-être pour commencer, question assez classique, est-ce que tu veux un peu te présenter pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas ? Mais tout le monde me connaît. Non, t'imagines le mec horrible, mais tout le monde me connaît. Bah écoute, je suis Jordan, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux principalement. Je fais des vidéos, parodies, imitations, je me transforme beaucoup. Je fais un tout petit peu de drague à côté, ça commence, c'est très, très timide. Mais c'est le début et voilà, créateur de contenu et je l'espère potentiellement être comédien un jour on ne sait pas, mais je suis déjà un peu comédien sur mes réseaux, mais aller plus loin que les réseaux quoi. Ok. Et comment est-ce que ça t'est venu un petit peu cette envie de créer du contenu, enfin comment ça a commencé en fait cette histoire ? Alors ça a commencé en 2016 en vrai. Je pense que ça a commencé à peu près comme tout le monde qui se sont lancés après, je sais pas trop. Je pense pas pour les premières personnes qui étaient sur YouTube pour le coup, parce qu'elles avaient pas ça comme modèle, mais moi c'était les vidéos YouTube que je regardais, les YouTubeurs que je regardais à l'époque, qui m'ont donné envie de me lancer dans les vidéos et qui m'ont donné envie de faire un premier essai, en fait, c'est-à-dire de juste prendre ma caméra et m'essayer à la face cam au début. C'était surtout ça, la face cam, où en fait tu disais tu disais quelques vannes et puis tu illustrais par des extraits vidéo ou des mises en scène. Et je faisais ça au début, ça n'a jamais été posté, je crois, au début. Je crois qu'il y a peut-être 2 vidéos que j'ai voulu poster que je les ai pas postées. Elles sont hors ligne sur YouTube. Pourquoi ? Bah parce que je voulais commencer, m'exercer sur le montage, mais il y a quelque chose qui me plaisait pas. Je pense que c'était que j'étais beaucoup critique. Enfin, je suis toujours beaucoup critique dans mon travail. Et donc, du coup, je sais pas, j'aimais pas le débit de parole. Je trouvais pas ça finalement aussi drôle que certains youtubeurs. Je me comparais beaucoup au début. Ça a démarré un peu comme ça. Après, je crois que le Covid a beaucoup aidé, en vrai. Parce que je me suis exercé sur plein de formats différents. Mais au début, je démarrais sur des petits sketchs et après, vite, j'ai commencé à mettre des perruques, à mettre du maquillage. Et puis après, puis voilà, j'arrivais à des parodies très colorées, très pop, très drag. Okay. Et ça, c'est mon humour aujourd'hui. Mais je suis passé par plein d'étapes en fait avant que... Mais du coup, donc, si j'ai bien compris, tu as commencé en 2016 ? Ouais. C'est bien ça ? Tu avais commencé avec quel type de contenu ? Tu étais parti sur quoi ? Comme je dis, c'est du fast cam. Okay. Je faisais beaucoup de fast cam. Et, une thématique en particulier ? Non, c'était des sketchs. Je disais, voilà, j'écoute cette musique en ce moment et je me mettais dans des situations. C'était un peu... voilà, là, quand je le regarde, c'était ridicule. Mais je me regarde quand même avec beaucoup d'affection. Je suis genre, ça va, t'as fait ton petit bout de chemin. Et je crois que j'ai fait ma toute première parodie, je crois que c'était en 2019. Okay. Toute première. Genre vraiment, je me suis essayé au genre de la parodie que j'aimais beaucoup, mais qui me paraissait inaccessible pour moi. Et puis les gens ont adoré, et puis moi j'ai adoré, et puis j'ai continué. Et voilà, j'arrive en 2025 avec plein d'autres formats que je teste, quoi. Ok, on en parlera peut-être plus tard. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est... alors, essaie un petit peu de revenir en arrière. La première vidéo, comment est-ce que tu te sentais ? Qu'est-ce que tu en retiens ? Ou peut-être pas la première vidéo, mais les premiers contenus en tout cas. Qu'est-ce que tu ressentais ? Qu'est-ce que ça faisait en fait ? Voilà. Est-ce que tu arrives à t'y replonger ? Ouais.
Il y avait ce truc qui était entre la passion et le besoin de reconnaissance, je pense. Ok. C'était ça que je ressentais. C'était genre, tu vois, moi j'aime bien, ça va être la séquence émotion. Tu vois, moi j'étais finalement beaucoup seul dans ma tête quand j'étais au lycée, collège. J'avais vraiment des délires que beaucoup, beaucoup de personnes n'avaient pas. Et je pense que c'est aussi comme ça que ça commence. Et je sais pas, les vidéos m'ont permis de libérer en fait, toutes ces idées que j'avais en tête et dont je pouvais pas rire avec les personnes qui m'entouraient. En tout cas, tu vois, c'est même quand tu racontes une blague à ton pote ou ta pote et elle est pas du tout réceptive. Mhm. Tu vois, bah, c'était ce genre de choses, moi. Donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas le faire moi et je rigolais tout seul. Et tu vois, genre, il y a un truc de solitude quand même là-dedans. Et tu vois, ça m'a fait rire, ça m'a donné l'envie de donner vie aussi à certaines de mes blagues ou de les prolonger aussi. J'avais des délires, comme je te dis, et que j'ai pu faire aussi en vidéo, que Comme j'ai quoi, pu mettre en scène. est-ce que tu veux donner des exemples? Vraiment des exemples bidons, enfin genre vraiment, il y avait pas de, c'était des petits sketchs. Mais tu vois par exemple, je crois que celle que j'ai jamais postée, j'ai un souvenir que c'était sur les fêtes de fin d'année et Noël. Et donc du coup, moi j'avais ce délire de les Américains quand ils fêtent Noël, c'est pas du tout pareil que les Français. Donc j'étais parti sur des comparaisons. C'est marrant parce que du coup tu fais des trucs un peu linguistiques toi. Et du coup moi j'étais parti un peu sur les fêtes américaines où ils en font des caisses. Je crois que c'était un truc un peu comme ça. Et tout ce que j'aimais aux fêtes, mais ce que j'aimais pas aux fêtes de fin d'année aussi, il y avait un truc comme ça. Et tu vois, ça, c'était pas un truc que je pouvais raconter à quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est des trucs, je leur en parle même pas, ou quand je leur en parle, ils sont pas du tout d'accord. Et du coup, j'ai donné vie un peu à ça. Enfin, c'est un peu bizarre Mhm. comme réponse, mais. Non, non, mais du coup, tu avais l'impression que tu n'avais pas, comment dire, une sorte de peut-être plateforme, en tout cas enfin, un lieu où tu peux exprimer enfin, tes centres d'intérêt peut-être, je sais pas comment on pourrait le formuler, Bah, en c'est un fait, peu si, ça. parce que pour moi, la plateforme principale, c'est toi-même. Tu vois, et genre, enfin, j'avais C'est profond mes. ça. C'est profond. Non, mais pour moi, la plateforme principale, mais même encore aujourd'hui, ma plateforme principale, c'est ici, c'est mon cerveau, c'est moi, c'est mes idées. Et en vrai, on va pas se mentir, quand tu vas sur les réseaux, tu as cette envie aussi d'être comme tes youtubeurs préférés, Mhm. comme tes créateurs de contenu préférés. Je dis youtubeurs parce que c'était un peu. Moi, c'était un peu mon exemple quand je me suis lancé. Et pas que, aussi les humoristes sur scène. Tu vois, les Florence Foresti à l'époque, Mhm. dans On n'est pas couché, dans tous ces trucs-là où elle faisait un peu Brigitte, De la Anne-Sophie de la coquillette. Coquillette, tout ça. Tu vois, tous ces trucs-là, ça me faisait triper et j'avais vraiment envie de pouvoir le faire, pouvoir commencer à faire des personnages aussi sur les réseaux. Mais il y avait ce truc aussi de reconnaissance parce que tu sais où tu vas. Tu vas sur une plateforme où tu as des inconnus qui peuvent regarder tes vidéos. Et moi, il y avait un truc comme ça. Il y Mhm. avait. J'ai pas convaincu les personnes que je connaissais. Alors, on va convaincre les personnes que je connais pas. Et il Mhm. y a vraiment ce truc-là dans. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là dans les vidéos. Et c'est ça que je ressentais au début, c'était je veux faire rire des gens que je ne connais pas. Mhm. Je sais pas pourquoi. Et comme je t'ai dit, il y a peut-être ce besoin de reconnaissance, peut-être ce besoin aussi de faire rire, mais à une grande échelle, en Mhm. fait. Voilà. Du coup, tu ressentais que tu avais besoin de reconnaissance. Oui, parce que comme je t'ai dit, c'était de faire rire des inconnus. Donc pour moi, c'était implicite, mais c'est là. Et après, ce besoin de reconnaissance, pardon, je l'ai toujours. Encore aujourd'hui, quand je fais des vidéos, il y a ce besoin de plaire au niveau des commentaires, au niveau de. Tu vois, là, moi, j'analyse vachement après les commentaires, ce que les gens disent. J'aime bien que ça plaise aux gens. Mais pour moi, ce besoin de reconnaissance, quand tu te lances dans les contenus, enfin, il est forcément là. Peut-être pas à fond, mais il est là. Il y a la passion pour moi, qui supplante le tout. Mais tu as quand même ce besoin de reconnaissance parce que tu vois, si tu t'arrêterais qu'à la passion, bon, Mhm. bah, tu fais des vidéos chez toi, tu les postes pas, comme ce que je faisais au début en Mhm. fait. Je postais pas mes vidéos au début. Et Mhm. il y a eu ce switch, je ne sais pas quand, mais il y a eu ce switch il faut que je passe, c'est bon, là, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Et ce switch, il est arrivé 2 3 ans après en fait, que je me sois lancé. Enfin, je me suis lancé dans la vidéo en 2016 et je crois en 2018, j'ai commencé à poster la première vidéo, je crois. Ok, donc 3 ans où t'es un petit peu. Ouais, je crois que j'ai tenté 2 3 fois, 2 3 vidéos, et après et après j'ai commencé à poster. Mhm. Est-ce que tu dirais que ce besoin de reconnaissance, il a évolué au fil du temps? Si oui, comment? Sinon, bah.
Ouais, en fait, ce besoin de reconnaissance, il évolue. Enfin, moi, là, je sais que, bah, tu vois, j'ai une petite communauté sur Insta, une petite communauté sur TikTok. Et c'est vrai que cette communauté, elle est pour moi très importante. Et donc, du coup, j'ai pas ce besoin. Euh, il y avait pas ce besoin. C'est pas un besoin vital, tu vois. Genre, je fais mes vidéos, mais je sais aussi que je peux m'arrêter quand je veux. Et ça, c'est hyper important. De toute façon, je m'arrête quand je veux, puisque là, tu vois, ça fait 2 3 mois que j'ai pas fait quoi que ce soit. J'ai fait même des rediffusions ou autre. Mais par choix, parce que j'ai envie de renouveler mes idées, j'ai envie de justement de revenir avec du contenu qui plaît vraiment aux gens. Et je pense qu'il y a un truc aussi de besoin de reconnaissance, mais aussi besoin d'être fier de soi, quoi. Hmm. Et moi, j'ai plus cette envie d'être fier de moi que d'être reconnu. Tu vois, donc quand je fais un contenu et quand je le poste maintenant, c'est plus, bah, j'ai envie d'être fier de la qualité du contenu, j'ai envie d'être fier. En effet, tu as ce côté reconnaissance parce que les gens, ils valident pas, ou ils aiment pas, ça commande pas, tu as la partie statistique qui entre en jeu. Mais pour moi, maintenant, c'est vraiment secondaire. Avant, c'était un peu, c'était limite, ouais, non, mais il faut vraiment qu'il y ait des likes sur celle-là. Ah, celle-là, elle marche beaucoup plus, c'est trop bien, on Mhm. va creuser là-dedans. Alors que des fois, j'ai pas vraiment envie de creuser. Tu vois, moi, pour une vidéo, elle est faite, elle est laissée de côté après. Enfin, je passe à autre chose, tu vois. C'est Mhm. pour ça que je fais des séries de vidéos maintenant. Mais je fais des séries vidéo sur des trucs que je kiffe et que j'aime bien refaire. Parce que quand tu fais des séries de vidéos sur des trucs Mhm. ça te plaît pas, bah après, t'as même plus envie d'être connu, t'as même plus envie t'es plus fier, enfin, tu perds ce truc-là. Donc moi, j'arrive maintenant, pour répondre à ta question, à jauger un peu ce besoin de reconnaissance en fonction ouais, de ma fierté, de ce que j'ai envie de me faire du bien aussi, tu vois. Enfin, Mhm. je sais pas comment expliquer, mais je sais pas si c'était clair, mais Mhm. Est-ce que tu dirais que maintenant tu es fier de toi? oui, ouais, ouais, je suis fier de moi, ouais. Franchement, je suis fier de moi parce que je suis arrivé avec un petit rêve, c'est de me lancer dans les vidéos et d'être reconnu. Mhm. Et quand je dis reconnu, c'est vraiment avoir une bonne communauté quand même, euh, de fonctionner finalement comme mes youtubeurs préférés au tout Mhm. début de... Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et ouais, je suis fier de moi. Après, je suis beaucoup dans cette recherche aujourd'hui de me donner des challenges encore. Je me challenge constamment. Et je pense que ça aussi, ça peut toucher la fierté. Tu peux te dire, bah, en fait, si je me challenge plus autant qu'avant, je vais plus trop être fier. Donc, c'est quand même un cercle vicieux, quoi. Mais ça ressemble à quoi un challenge pour Jordan Rotella? Bah, monter sur scène. Ok. Déjà, je pense que c'est un gros challenge. Je suis en train d'écrire un spectacle pour l'année prochaine. Je me laisse le temps que ce soit l'année prochaine, mais je commence quand même des scènes. Donc, je fais des petites scènes ouvertes, des petits drag shows. Parce qu'il y a la partie quand même transformisme dans mon spectacle. Et du coup, quoi de mieux que de s'exercer en faisant même des drag shows ou des performances. Mhm. Je pense même au lip sync, je pense même à plein de trucs de ce type-là qui peuvent me faire gagner en aisance pour la scène. Moi, le but, c'est que j'arrive aussi en 2026 et que je bégaye pas sur scène, que j'arrive et que je tremble pas. Enfin, tu vois, que j'ai une bonne gestion du track. Gagne en aisance, quoi. Gagner en aisance. Et tu vois, ça, c'est un challenge pour moi. Gagner en aisance parce que du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais quand même timide avant. Que les vidéos, ça m'a permis aussi de vaincre cette timidité-là. Mais je pense que la timidité, on l'a toujours, elle est toujours, tu sais, elle est en nous. Mhm. Surtout quand on est très timide de base, elle est en nous. Et donc, du coup, tu vois, pour moi, le spectacle, c'est la next step pour vraiment vaincre la timidité et pouvoir encore plus faire de gros projets après. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un Mhm. truc de ça. Mais quand on est un gros timide comme je l'ai été, et je l'ai je l'ai été pendant longtemps, bah oui, tout est un challenge en fait. Que ce soit Mhm. monter sur scène, que ce soit se déguiser, se mettre des perruques, etc. Donc tu me demandes qu'est-ce qu'un challenge, je te réponds, bah tout aujourd'hui est un challenge pour moi. Enfin, par rapport aux vidéos, par rapport à la communauté aussi que j'ai construit ou autre, juste se montrer, pour moi c'est un challenge. J'arrive à m'identifier à ce que tu dis parce que enfin, je me considère comme un grand timide, Ouais, mais qui se soigne et qui va beaucoup mieux qu'avant. Euh, je sais pas, il y a peut-être 15 20 ans, aller acheter une baguette tout seul à la boulangerie, c'était super dur. Genre, je tremblais, je voulais pas y aller, etc. Et au fur et à mesure, bah, j'imagine que toi, c'est pareil. Tu mmh. t'es mis des challenges, tu t'es mis dans des situations où tu devais la vaincre, l'affronter. Ouais, ouais. Et t'es dans des situations de stress, de trac, etc.
et c'est des choses qui aident. Mais tout à l'heure, tu as mentionné le fait que tu ressentais pas mal de solitude avant de te lancer dans la création de contenu. Est-ce que le fait d'avoir obtenu, on peut dire, une certaine reconnaissance, est-ce que ça t'a aidé pour combler cette solitude? Enfin, comment est-ce que du coup elle cohabite en toi, cette solitude? Ouais, ça m'a aidé, oui et non. Oui, parce que du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens par rapport au réseau, de créer un réseau, tout simplement. Et tu vois, même certains créateurs de contenu, on a pu échanger, tu vois, c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. Enfin, il y a un truc les créateurs de contenu qui m'entourent aujourd'hui et qui sont mes amis, ça m'a quand même créé un réseau et je me sens moins seul. Maintenant, c'est vrai que c'est chacun son contenu, c'est chacun son. C'est comme une mini-entreprise. Mhm. Donc, il y a quand même une histoire de gestion seule. Tu vois, toute la gestion de projet autour d'une vidéo, d'un truc que tu réalises. Enfin, voilà, si tu as à moins d'avoir une équipe de prod avec toi, tu fais tout seul, quoi. Mhm. Tu vois, tu cherches les. Enfin, moi, en l'occurrence, je cherche mes costumes tout seul, je cherche mes perruques tout seul, mon maquillage tout seul, je me maquille tout seul, je tourne toutes mes vidéos seul, et puis je monte mes vidéos seul. Et après, il y a ce truc de c'est cool parce que tu vas enfin pouvoir montrer du coup le produit fini aux gens. Et là, c'est là que pour moi, l'aspect solitude, il y est plus. Mhm. Il y est plus là parce que. Mais tu as quand même fait tout un processus seul. Donc oui, moi je me sens toujours seul par rapport à cette activité. Mais aussi, j'essaye, surtout en 2025, j'essaye vraiment de créer des connexions avec plus de créateurs de contenu aujourd'hui, même de créer des connexions autour de moi pour que je puisse me dire qu'un tournage, c'est pas forcément chez soi solo, Mhm. que ça peut se faire ailleurs. J'essaie aussi d'économiser par rapport à ce que j'ai sur les réseaux ou autre. J'essaie d'économiser aussi pour payer de la prod et faire des choses avec des gens, tu vois. Parce que tout travail mérite salaire quand même. Mais surtout ça, c'est cool, quelquefois, tu vois. Moi, il y a certains projets que j'ai pu faire avec des personnes. J'ai pu Mhm. tourner, par exemple, toutes mes parodies. J'avais fait des parodies HPI, j'ai pu le faire avec une amie qui m'a aidé pour le maquillage, les costumes, etc. Parce que le projet était plus ambitieux que d'habitude. Donc c'est bien aussi de se challenger, d'avoir des projets plus ambitieux qui vont peut-être coûter un peu plus cher, mais qui vont nous permettre d'être moins seuls. Enfin, je sais pas comment Mhm. expliquer, mais il y a toujours moyen Et tu vois, pour le coup, quand tu es vraiment créateur de contenu bankable à mort et tout, bah, tu as une équipe de prod, donc t'es pas seul, quoi. Mhm. T'es pas seul. Après, tu es seul forcément dans tes idées, t'es seul dans. Mais c'est important aussi d'avoir cette balance de. Et je suis seul à la fois et je suis pas seul. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais oui, je me sens toujours seul, mais je sais que je peux y remédier. Mhm. C'est intéressant parce que j'en parlais avec une amie, j'ai l'impression que la création de contenu, il y a quand même. Donc c'est hyper cool parce que tu connectes avec plein de gens, mais des fois je ressens quand même une certaine solitude parce que au bout du compte, c'est toi devant ton ordi, devant ta caméra, t'as pas une personne en face, t'as pas forcément un rapport humain. Et le rapport humain, souvent, je trouve qu'il est surtout virtuel. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens un peu? Euh, Il y a quand même un truc que j'ai pas envie que ce soit pris négativement quand je dis ça ou autre, mais il y a un truc de quand même, oui, c'est quand même très virtuel. Mhm. T'as des amitiés qui sont très virtuelles. T'as des gens que tu vois dans un événement, ils font ah je t'adore machin etc. Puis après ils te reparlent plus du lendemain parce que enfin tu vois il y a un truc un peu comme ça qui est un peu très compliqué dans l'influence. Mhm. Quand je parle d'influence, je parle vraiment aussi dans le milieu des créateurs de contenu. Mhm. Euh, Quand tu parles de virtuel, pour moi c'est ça, c'est que ce que je vois en tout cas c'est ça. Donc oui, il y a tout cet aspect-là, mais j'ai envie de dire aussi que c'est à toi de définir aussi ce que tu veux réellement, ce que tu cherches réellement, et c'est comme ça que moi j'arrive à, à me dire que je suis pas vraiment seul, tu vois, genre si j'ai envie de discuter d'une idée à une amie, je discute d'une idée à une amie, si j'ai envie d'appeler une amie et de lui demander son avis en avant-première sur une vidéo, etc., je lui demande. Mais c'est vrai que tu as toujours quand même, comme je t'ai dit, toujours cet aspect seul. Et oui, à la fois, tu es en train de parler à des gens qui sont pas en face de toi, Mhm. la plupart du temps en tout cas. Mais c'est ce qu'on fait beaucoup dans la vie aussi, tu vois. Mhm. Avec WhatsApp, avec les visios, etc. Enfin, on est dans une ère un peu comme ça. Et c'est vrai que, ouais, tu peux te sentir plus seul des fois, mais est-ce que c'est négatif? Mhm. Je sais pas. Est-ce que confronter toujours ses idées, confronter toujours son contenu, être toujours en lien avec les autres par rapport à sa création de contenu, est-ce que c'est bon? Je pense pas.
Mhm. Parce que sinon, ça t'empêche de faire plein de choses. C'est bien de les confronter quand tu es dans des contenus politiques ou des contenus qui sont engagés sur une cause particulière. C'est bien d'avoir un avis extérieur sur ce genre de choses. Mais par exemple, sur l'humour, si tu as ton humour, si c'est toi, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bon. Embêtant d'avoir aussi quelqu'un dans ses pattes quand tu crées du contenu. Bah, du coup, j'aimerais un peu revenir sur ta création de contenu. Donc, tu as un petit peu mentionné déjà que tu faisais de la parodie, de l'imitation, peut-être même un peu de transformisme, en quelque sorte, du drag, on pourrait dire ça. Enfin, comment tu définirais ton contenu, peut-être? Ce serait peut-être ma question déjà. Bah écoute, tu as toute une partie qui est un peu du transformisme, imitation, sketch, parodie. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment reprendre des personnages populaires que j'adore et les intégrer dans des univers qui ne sont pas du tout les leurs de base. Tu vois, par exemple, je pense à Natacha Saint-Pierre et Inès Reg que j'imite, que je vais mettre à Wisteria Lane et que je vais les mettre dans un clash qui va durer un peu- qui va durer de façon indéterminée. Tu vois, j'adore ces choses-là. J'adore aussi mettre Maëva Guénam, par exemple, que j'imite dans un univers genre Squid Game. J'ai plein d'autres idées en vrai de ce type-là. Et en vrai, j'adore, c'est de faire des crossovers de personnages dans des univers, parodies. Enfin, c'est un peu à la Scary Movie. Je sais pas si tu Ouais, vois Scary ouais, Movie. ouais. C'est exactement ça, quoi. Genre, c'est mettre des personnages populaires dans des situations, en fait, où elles ne sont pas. Elles n'ont pas l'habitude d'être. Mhm. Et, pour moi, c'est clairement Scary Movie, quoi. Scary Movie, je me rappelle, il mettait Michael Jackson dans des trucs de crop circles, de trucs d'extraterrestres, je sais pas quoi. Enfin bref, c'était hyper drôle et enfin moi ça me faisait rire à l'époque. Ça a très mal vieilli, je pense. Quoique du coup, la promesse de Scary Movie, c'était de choquer un peu quand même. Et moi, je suis pas dans le choc. Je veux pas choquer les gens, mais je veux surprendre les gens en mode ah oui, Maëva Guénam dans Squid Game, c'est pas possible. Genre Natacha Saint-Pierre à Wisteria Lane, mais n'importe quoi, tu vois. Genre, en fait, je veux provoquer des réactions un peu comme ça mais il fait n'importe quoi, genre. Et c'est vrai que mes propositions de parodie, de crossover de personnages, ça plaît. Et il y a une partie drague qui est plus avec mon. Parce que tu vois, moi je considère que le transformisme, c'est plus se transformer en quelqu'un qui existe plus ou moins déjà, ou en Mhm. quelque chose, ou voilà, c'est du transformisme. Enfin, pour moi, c'est ça. Et tu as la partie drague qui est plus là, un personnage que tu vas créer original. Enfin, Mhm. la partie drague où tu vas créer un personnage de A à Z en fait. Mhm. Et moi, j'ai créé le personnage de Jordanelle. J'ai ajouté le pronom féminin juste après mon prénom en fait. Je me suis pas cassé la tête pour le nom, mais du coup ça donne une petite histoire. Enfin bref, et j'aime trop ce personnage. C'est vraiment une référence des années pop 2000, Y2K, tu vois, genre un truc un peu rose, un peu paillette, un peu pop glossy. Enfin bref, il y a un truc un peu comme ça Ça me avec. rappelle un peu, comment dire, je sais pas si ça vient de là l'inspiration en partie, mais c'est Fatal Bazooka, il faisait ça dans la parodie avec Yel, et t'habillé un peu en espèce de pouf, entre guillemets. Mais tu vois, Fatal Bazooka, par exemple, c'est une de mes grandes rêves, quoi. Genre, les films un peu parodies comme ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Heureusement, ça revient l'année prochaine. Apparemment, j'ai vu qu'ils refaisaient un Fatal Bazooka qui s'appelle Bazooka. Bref, je fais la promo d'un truc où je ne suis même pas dedans. Mais il y a un truc un peu comme ça des films parodiques qui s'est perdu d'ailleurs, hein. On n'en voit plus trop. Ouais. Mais là, le fait qu'il y ait un retour de Bazooka et de Scary Movie, puisqu'il va y avoir un Scary Movie 6. Sérieux? Ouais. Ah, ok. Et bah écoute, je suis trop content. Je suis trop content. J'ai hâte de voir. Mais j'ai peur aussi parce que du coup, c'est ce genre de film qui a mal vieilli, quoi. Et ça aussi, il faut faire peur, hein. Enfin, faut faire peur, rien à voir. Ça aussi, il faut faire attention dans les parodies à ce que ça puisse. Ça va forcément mal vieillir à un moment. Hmm. Mais j'ai toujours cette peur que en fait ce soit un peu trop à côté de la plaque, un peu trop capillotracté et que du coup les gens ne comprennent pas. Enfin bref, voilà. C'était Hmm. ma petite crainte que j'avais envie. Ma zone d'inconfort. Mais ça t'est arrivé d'avoir un contenu où t'étais en mode je suis pas trop sûr, ou t'as un peu hésité, t'as peut-être eu peur, ça t'est déjà arrivé? Ouais, je pense que j'ai eu très peur. Enfin, j'ai très peur de faire du contenu politique, de Hmm. faire du personnage politique. Donc j'avais fait pendant les JO, j'avais fait qui Valérie Pécresse. Enfin,
quand j'avais fait des personnages comme ça. Bon, j'avais fait la ministre des Sports enfin, quand elle s'est baignée dans la Seine. Non, mais ce genre de choses, ça va parce que c'est assez parodique dans le. En fait, moi, ce que j'aime dans les personnages que je vais parodier, c'est qu'elles ont toujours un truc assez touchant. Tu vois, Valérie Pécresse, voilà, c'est Valérie Pécresse, je ne donnerai pas mon avis sur Valérie Pécresse, mais elle me fait rire. À chaque fois, c'est un divertissement. Quand je regarde ses best-of, etc., mais elle est incroyable. Genre, elle est enfin, non, mais elle est incroyable dans son personnage. Enfin, genre, je me dis, mais ça existe, ce genre de personnage. Et pareil, la ministre des Sports, quand elle s'est baignée dans la scène et qu'elle a fait Elle est douce, elle est bonne, j'adore, c'est génial, c'est extraordinaire. Bah, tu vois, genre, ça m'a tué, tu vois. Et il y a un truc un peu comme ça tant que le personnage reste dans la parodie, même lui-même, tu vois, ça me fait pas peur. Mais par contre, ouais, j'ai déjà eu peur sur du contenu que j'ai pu faire. En fait, dans le choix des personnages, tout simplement, comme je dis, Valérie Pécresse ou autre, ça peut me faire peur. Dans le choix de certaines vannes, mais aussi dans le choix de juste prendre des personnages qui vont pas plaire, pas trop plaire publiquement, ou qui vont être un peu scandaleux publiquement, tu vois. Moi, j'ai souvent eu peur sur Affida Turner, sur Maëva Guénam. C'est des personnes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup reprises aussi pour leurs mauvaises frasques, on va dire. Et du coup, c'est toujours délicat de dire, bah, tu vas mettre en avant le personnage, tu vas mettre en avant, du coup, la célébrité via ta parodie. Et finalement, moi, je me suis un peu détaché de ça parce que sinon, je fais plus rien. En fait, ça me fait rire. Elles me font rire, elles me divertissent. Et je décide de tourner un peu plus au ridicule les trucs, mais il y a toujours cette forme de respect du personnage. Donc, en fait, au final, je ne fais que illustrer un peu la réalité de ce qui se passe, tu vois. Mais et t'as dit que du coup, tu veux éviter tout ce qui est politique. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ouais, parce que j'ai pas envie, tu vois, si. J'ai pas peur, hein, de m'exprimer sur ça. Si je vais prendre des personnages d'extrême droite et que je vais les parodier, ce qui serait totalement possible et ce que j'ai déjà totalement voulu faire, ça peut être vu à la fois comme de la mise en avant de du personnage et donc du coup, par exemple pour ceux qui sont plus de gauche, ça va être un peu plus problématique. Ça va être problématique sur cette partie-là. Ou alors, pour les personnes d'extrême droite, ça va être une insulte. Donc, tu vois, il y a ce double truc. En fait, c'est à double tranchant la politique. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Donc, en fait, il faut savoir, en général, quand tu vas faire un sketch et que tu vas critiquer, enfin, moi, je trouve que c'est important. Après, il y en a qui le font et qui ne réfléchissent pas et grand bien leur face. Moi, je réfléchis beaucoup à ça parce que je me dis, en fait, il faut savoir de quoi je parle, en fait. En fait, si je décide de parodier telle personne politique ou telle personne politique, il va falloir que soit je dédramatise le truc et que ce soit pas du tout de la politique, mais plutôt, encore une fois, mettre le personnage dans des situations un peu, voilà. Et encore que, tu vois, si je fais Marine Le Pen à Wisteria Lane, bon. Non, mais les gens, ils vont penser que j'aime Marine Le Pen, ce qui n'est pas le cas, et j'ai pas peur de le dire. Parce que moi, je pourrais comprendre qu'on veuille pas se mouiller. Moi, j'avoue que je suis pas trop politique sur mes réseaux personnellement Ouais. parce que bah, déjà, je suis pas, c'est pas une passion chez moi la politique déjà de base. Donc, j'ai du coup pas trop les connaissances. Voilà, bref. Et j'ai aussi peur du comment on dit, le backlash, le retour du bâton, quoi, quelque part. Si tu sors un truc et que soit tu t'es mal exprimé, soit tu as dit un truc extrême. Je pense pas dire des trucs extrêmes, mais Ouais, voilà, tu vois, j'ai un peu je peur suis du retour, d'accord, je quoi. suis d'accord, il y a tellement de sujets que tu peux traiter qui ne sont pas de la politique. Hmm. Euh, Tu peux, hein, être. Mais du coup, ça donne tout de suite un côté plus engagé Hmm. à ton contenu et c'est un truc que moi, j'ai pas envie d'avoir non plus. Je pense que toi, c'est pareil. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de donner du fun aux gens et dès que tu pars en politique ou tu vas parodier du personnage Hmm. politique, bon, Canteloup le fait tous les soirs sur TF1. Allez voir Canteloup, hein, même si c'est pas très drôle, mais Je le trouve pas drôle non plus, j'avoue. c'est pas très drôle. Je suis désolé, hein, mais moi je m'en fous, hein, je le dis. C'est subjectif, on a le droit. C'est Hein. subjectif. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Quand j'arrive sur Canteloup, c'est du deepfake as fuck. Je comprends pas. Je comprends pas la vibe. Plutôt que de se grimer et tu vois en plus c'est vraiment il y a rien de à part l'imitation voix, t'as que du deepfake, tu n'as pas le personnage derrière, enfin t'as le personnage derrière avec du deepfake. Moi je comprends pas, déjà je comprends pas que ce soit encore à l'antenne Hmm. et surtout voilà, si vous voulez faire voir de la parodie politique, et ben regardez ça sur TF1, mais moi je fais pas ça Hmm. parce que c'est pas ce qui m'amuse en fait. Par contre, à partir du moment où je trouve que le personnage, comme je te dis, il est amusant,
Genre Valérie Pécresse, tu peux faire des trucs, mais tu peux la mettre partout. Elle dit tellement de dingueries que tu peux faire des trucs. Et je parle pas de dingueries politiques, je parle vraiment de dingueries genre. Elle te sort des phrases, tu sais même pas d'où ça vient. Et tu vois, ça, j'aime bien. Parce que ça, je me dis, bah, il y a un truc à faire. Parce qu'elle ne va pas parler de politique. À Hmm. ce moment-là, tu vois, et tout. Tu vois, la scène où elle est dans le métro, où elle distribue des bouteilles d'eau. Je sais pas si tu l'as vu, ce truc-là. Enfin, des Euh, bouteilles d'eau parce qu'il fait trop chaud. hein, C'est avec elle a une casquette. En plus, c'est hyper drôle. Enfin, genre, la mise en scène, la quoi. mise en scène, elle est hyper drôle. Et tu vois, moi, il y a un truc un peu comme ça de j'aime que les personnes ouais, envoient de l'humour, tu vois. Et la politique, c'est pas, moi, ça me fait pas rire. Hmm. Tu vois, Marine Le Pen, elle dit des dingueries, ça me fait pas rire. Ouais. Donc, je vois pas comment je peux, après, tu vois, si ça me fait pas rire, je vois pas comment je peux parodier après la Mhm. personne. Tu me corriges si je me trompe, hein, la majorité des personnages que tu incarnes, c'est souvent des personnages féminins, j'ai envie de dire à 90% peut-être. Enfin, déjà pourquoi surtout des femmes, mais pas plus de mixité en termes de sexe? Parce que déjà, je pense que depuis que je suis tout petit, je me suis toujours bien senti avec les femmes. Ok. J'ai toujours admiré les femmes qui m'entouraient, que ce soit en amis, que ce soit en famille ou autre. J'admire les femmes de ma famille, j'admire les femmes au niveau de mes amitiés. Je me répète beaucoup, désolé. Mais du coup, il y avait ça déjà. Et pareil, dans mon univers pop, de référence pop, etc., moi c'était Alizée, c'était Britney, c'était toutes ces stars, ces pop stars que j'admirais, que j'adulais parce que j'avais des posters dans ma chambre, etc. Et donc du coup, tu vois, tu as tout un truc qui s'est créé aussi de la féminité, j'adore, tu vois, genre j'adore la féminité qui ressortait de tout ça. Et voilà, je pense que ça s'explique comme ça. Après, j'ai déjà fait des parodies hommes. Mais ça va être des parodies hommes où il y a un côté un peu féminin toujours. Enfin, tu vois, il y a Mhm. toujours un peu de féminité. Et voilà. Donc la majorité de tes personnages sont féminins, Mhm. et on sait qu'on vit dans une société quand même très hétéronormée, les hommes sont censés être des hommes, se comporter comme des hommes, etc. etc. Et toi, du coup, t'arrives un peu en mode, je suis un homme qui aime imiter des femmes ou incarner des personnages féminins. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, moi, je trouve ça assez vulnérable, à vrai dire, parce que tu t'exposes aux critiques dans une société qui va pas forcément valoriser ou mettre en avant ce genre de représentation en Ah oui, fait. oui. Du coup, comment est-ce que toi tu le vis? Est-ce que tu as eu des retours particuliers sur ça, négatifs comme positifs? Des retours positifs, négatifs, j'en ai toujours. Ok. Bah, positifs, négatifs, non. J'ai une communauté assez bienveillante, donc je suis assez content de ce que j'ai construit aussi, parce que du coup, ça me permet aussi d'aller plus loin dans mes propositions et d'oser. Donc ça, je suis content de vraiment ouais, ouais, je suis content d'avoir la communauté que j'ai aujourd'hui et donc de ne pas avoir tant de retours négatifs. Maintenant, c'est vrai qu'on est quand même dans une société il y a encore beaucoup de boulot. J'ai encore entendu quelque chose dans le métro hier et c'était deux nanas ouais, de la trentaine qui ne comprenaient pas pourquoi un homme pouvait embrasser un homme légalement et une femme pouvait embrasser une femme légalement. Je te jure que j'ai entendu ce genre de conversation, ça m'a dépassé. J'étais à côté et je dis mais je comprends pas qu'on puisse encore avoir des... Elle comprenait pas qu'il n'y ait pas de loi ou un truc qui puisse... Enfin, je sais pas, je sais pas de quelle religion elles étaient ou autre, et je respecte peut-être... mais je respecte pas ça. Enfin, tu vois, et c'est pour ça aussi enfin, je respecte ça, je respecte la religion, mais je ne respecte pas Les propos, ouais. les propos qu'elles peuvent tenir. Enfin, c'est bizarre de tenir ce genre de propos. Elle se posait vraiment librement la question. Je me dis, mais en fait, on a encore beaucoup de travail et je suis content à ma manière avec mon contenu d'y contribuer. Maintenant, ça a pris du temps. Hein. Je suis pas, comme je te dis, j'ai pas démarré mes contenus en émettant des perruques, en me grimant à fond, etc., mettant les fossiles, les faux ongles, etc. J'ai pas commencé mon contenu comme ça. Moi, j'ai grandi aussi avec Instagram, avec du coup les gens qui évoluent autour de moi et du coup mes fréquentations aussi qui vont évoluer, ma découverte aussi de la sexualité, tu vois, il y a tout ça qui est rentré aussi en compte dans mon contenu. Et aujourd'hui, bah, je suis fier quand on parlait de fierté, je suis fier de mon contenu, mais je suis fier de moi aussi. Parce que du coup, j'ai pu acquérir, on va dire, au fil du temps, euh, certaines choses que je pensais en effet très fermées, très Mhm. hétéronormées, comme tu dis. Euh, tu vois, moi j'ai vécu dans une...
Enfin, tu vois, même, enfin, j'en parle librement. Je pense qu'elle m'en voudra pas si j'en parle, mais ma mère, avant, regardait la télé, elle voyait deux hommes qui s'embrassaient, elle était écœurée. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et en fait, là, aujourd'hui, elle accepte totalement que je suis avec quelqu'un, en plus, qui est un homme. Elle accepte totalement l'homosexualité. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais tu vois, elle a évolué aussi avec son temps. Elle a évolué aussi avec les choses qui l'entouraient, avec mon contenu aussi. Tu vois, quand elle a découvert que je faisais des contenus avec des perruques, etc., bon, elle a peut-être commencé à comprendre, tu vois. Et tu vois, elle a commencé à vraiment évoluer. Et aujourd'hui, bah, elle va regarder une série Netflix. Là aussi, où Netflix, par exemple, c'est beaucoup plus ouvert maintenant, open. Donc tu vois, tu as des séries quand même LGBT, tout ça, et qu'il n'y avait pas ça avant. Tu vois, à la télé et Mhm. tout, on montrait pas du tout ça, tu vois. Et elle a évolué là-dedans. Jamais elle se permettrait de dire Burke ou être écœurée devant deux hommes qui s'embrassent Mhm. 20 ans après. Alors qu'il y a 20 ans, moi, c'est trauma, tu vois, je la vois devant la télé, elle est écœurée de Mhm. deux hommes qui s'embrassent. Et moi, je suis fier aussi que tous les gens autour de moi, ils évoluent. Et que du coup, j'ai permis aussi, peut-être à une certaine manière, j'ai permis à ma mère d'évoluer. Donc mon contenu, tu vois, c'est ça aujourd'hui. C'est que je suis content qu'il puisse permettre de faire évoluer les mentalités. Et je pense que c'est hyper important, en fait, ce que je suis en train de faire, tu vois, aussi. Il y a un truc de fierté aussi, c'est important ce que je suis en train de diffuser. Donc, mes retours positifs, ils vont tout supplanter, enfin ils vont supplanter les retours négatifs parce que les retours négatifs, ça va être encore des gens qui ne sont pas éduqués, ça va être encore des gens qui ne comprennent pas, ça va être les gens que j'ai croisés hier dans le métro, Mhm. ça va être ces personnes-là. J'ai pas le temps pour ces personnes-là. Mhm. Si elles veulent pas, elles veulent pas. Enfin, tu vois, moi, je sais tout le bien que je fais autour et ce que je peux faire, je peux véhiculer. Après, il y a encore du travail, ouais. Et Mhm. peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai envie d'être sur des plus grandes plateformes comme le spectacle, comme pouvoir m'étendre un peu. C'est pour ça aussi que, tu vois, il y en a qui sont dans cette recherche folle d'abonnés, etc. Ce que je ne déplore pas. Mais moi, je suis dans cette course aussi un peu de ça, de faire grandir ma communauté pour diffuser ce truc-là, pour faire changer les mentalités. Et ça, tu vois, je le savais pas quand j'ai démarré les contenus. Donc, il y avait ce besoin de reconnaissance. Et maintenant, il y a ce besoin de diffusion Mhm. d'un vrai message. Mhm. Et ça, ça vient avec le temps, quoi. Mhm. Voilà, Mais désolé, je me suis un peu non, non, étendu. c'est super intéressant. Est-ce que tu dirais que ton contenu est engagé? Enfin, tu définirais ça comme ça? Ouais, oui. En fait, il y a 2-3 ans, je t'aurais dit non. Là, oui, il est engagé parce que, comme je te dis, je mets des perruques, je mets du maquillage. Pour moi, c'est déjà beaucoup d'engagement personnel. Mhm. Je me montre du coup à une certaine échelle. Donc, il y a un truc ouais, d'engagement parce que j'ai pas forcément. T'as pas besoin de dire quand tu es engagé. Et moi, ça, je le pensais, tu vois, il y a 2-3 ans. T'as pas besoin de faire. Un plat sur tous les sujets pour montrer ton engagement. Tu vois, tu peux reposter, tu peux partager, tu peux liker aujourd'hui, Mhm. tu peux commenter une publication, tu vois. Enfin, tu vois, il y a plein de modes de transmission, en fait, d'engagement. Et mes vidéos, c'est pas grave. Si elles sont un peu vides, tu vois, je m'en fous. Mhm. Enfin, si c'est ma Vergenam qui dit oui, 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 j'aime trop mon maquillage aujourd'hui, machin. Enfin, il y a peut-être pas d'engagement explicite, mais Mhm. implicitement, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que je peux mettre dans les traits, dans les habits et dans les traits d'une femme. Je peux montrer aussi ma féminité en tant qu'homme, Mhm. parce que je garde la barbe aussi dans mes vidéos. Donc il y a Mhm. aussi ce truc-là de je garde ma barbe et en même temps je mets une perruque et en même temps je mets du maquillage. Tu vois, on peut être féminin et masculin en même temps. Enfin, il y a un truc un peu comme ça Mhm. d'une forme de cet engagement-là. Mhm. Et oui. Et Mhm. oui, pour moi, mon contenu est engagé. Après, est-ce que je suis full militant, tout ça? Bah, je pense aussi. Parce qu'avec, c'est un peu mon drapeau, en fait. Tu vois, Ouais. c'est un peu mon drapeau multicolore, en fait. Mes pinceaux de maquillage et tout, ils font le taf. Et puis voilà, quoi. Et oui, ça crée des réactions. Un homme avec une moustache, etc. Enfin, une moustache, une barbe et tout. Et tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé. On parlait de Fatal Bazooka tout à l'heure. J'aime beaucoup Fatal Bazooka aussi parce qu'il a su se mettre dans les traits d'une femme aussi. Un peu, tu vois, un peu pain bêche. Mais tu vois, ça a été pour moi, ça a été peut-être pas un des premiers à le faire, mais en tout cas, quand moi, j'étais petit, Mhm. mais j'ai dit, ah, mais en fait, on peut mettre des perruques, on peut mettre du maquillage quand t'es un homme. Enfin, tu vois, en fait, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de référence aussi, et de parodie, parce que dans la parodie,
les hommes sont obligés de se grimer s'ils veulent imiter des femmes ou autres. Donc, il y avait toute cette éducation-là que j'ai eue. Et c'est pour ça que j'adore la parodie, moi. Et tout à l'heure, tu as évoqué le mot message. Pour toi, ce serait quoi ton message? S'il y en a un que tu pourrais formuler? Ou des messages, peut-être? Le message de McDonald's, venez comme vous êtes. Non, mais en vrai, non, mais enfin, pas venez comme vous êtes, mais ouais, ça fait un peu cliché, mais genre être qui on veut, quoi. On peut être qui on veut, n'importe quand, sans déranger. C'est hyper important cette notion, je sais pas pourquoi, de sans déranger ou autre, parce que on peut créer du bien autour en étant différent, tu vois. Et moi, je suis un peu comme ça, je me vois comme quelqu'un de différent, mais qui peut créer du bien autour de lui, sans créer du rejet, tu vois. Genre, c'est pas parce que tu vas mettre des perruques, c'est pas parce que tu vas mettre du maquillage ou autre que tu vas être rejeté. Tu vois, au contraire, ça va être le début d'une nouvelle page de ta vie. Moi, ça va plus loin que la parodie, tu vois. Genre, même les personnes qui décident de changer de sexe ou autre, je veux que ce soit aussi un début d'éducation pour eux, de se dire, mais en fait, c'est OK de mettre des perruques, c'est OK de se grimer. Alors oui, moi, je le fais dans le cadre de vidéos comiques, mais tu vois, quand je fais du drag, je suis dans mon, mon alter ego féminin, tu vois. J'ai le droit de switcher comme je veux. Et en fait, je veux montrer aussi à ces personnes qui se disent, en fait, si je mets une perruque, si je mets du maquillage, je vais complètement être rejeté. Mhm. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Mhm. Enfin, justement, peut-être que tu vas sentir du rejet au début ou autre parce que tu vas être différent, mais c'est comme ça que tu vas te rallier à d'autres personnes, que tu vas te rallier à d'autres causes, que tu vas découvrir d'autres choses. Moi, depuis que je mets des perruques sur mes réseaux, je me suis découvert une toute nouvelle facette de moi, et je me suis ouvert à des sujets que je pensais mais complètement fermés. Par exemple. Tu vas rire, mais moi j'étais super fermé sur la Pride. Ok. Non mais n'importe. Enfin, je sais que ça va choquer. Peut-être que ça va vous choquer. Non, non, mais en fait, tu vois, moi je viens d'une ville, enfin je viens de Lille, en fait, je viens du nord de la France et ouais, c'était très hétéronormé. Après, il y avait la Pride à Lille, tout ça, mais j'étais tellement fermé sur ces sujets-là. Je sais pas comment expliquer, mais genre, il y avait un truc de, j'étais tellement, j'étais pas en mode refoulé sur ces trucs-là, mais j'étais tellement pas habitué à ces trucs-là. Tu vois, j'étais tellement dans une, enfin, toutes mes potes femmes, elles étaient plus ou moins toutes hétéros. Mhm. Bon, après, j'en sais rien parce qu'après, je suis plus du tout dans leur vie, tu vois. Genre maintenant, enfin, tu vois, j'ai évolué. Puis après, je suis parti à Paris. Et quand je suis parti à Paris, j'ai commencé à rencontrer des gens, même dans la création de contenu, tu vois, qui étaient plus ouverts sur ces trucs-là. Mhm. Et puis moi, et quand je t'ai dit ça, ça date de 5 ans, tu vois, il y a 5 ans, en fait. À peu près, j'ai fait ma première Pride à Paris. Je crois Mhm. que j'avais fait une petite Pride à Lille, mais vraiment vite fait, un bout de Pride. Et tu vois, je suis arrivé avec tous ces jugements. Et en fait, au début, j'ai dit, oh, c'est pas ouf. Après, j'ai commencé à me mettre en drague à la Pride. Et là, je suis, ah, c'est trop bien. Et tu vois, genre, ça a mis du temps, en fait. Mhm. Ça a mis Il y a des choses qui mettent du temps. Et c'est pour ça que j'en veux pas trop aux gens non plus qui comprennent pas tous ces trucs-là. Mais ça fait des beaux sujets de discussion, si tu veux. Mhm. Je fais un lien, je sais pas si c'est un peu maladroit comme lien, mais moi ça me rappelle un peu le coming out et comment dire, comment les parents parfois ont du mal à accepter l'homosexualité de leurs enfants. Alors je n'approuve pas du tout les cas extrêmes où les enfants se font rejeter par leur famille directement, mais je veux dire, quand les parents ont du mal à accepter, moi je peux comprendre dans le sens où nous-mêmes, moi j'ai vécu aussi dans une famille hétéronormée. Et moi-même, j'avais du mal à accepter mon homosexualité, et du coup, j'en voulais pas à ma mère de pas l'accepter directement, parce que du coup, si moi j'ai eu du mal à l'accepter, c'est, enfin, je peux pas lui demander de l'accepter automatiquement non plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elle aussi, elle a son éducation, ses croyances, etc. que moi j'avais du coup, vu que mes parents m'ont transmis leur façon de voir les choses, jusqu'à ce que moi je vole de mes propres ailes. Mais je comprends que quand on n'est pas exposé à certains trucs, on ait du Mhm. mal à l'accepter a priori, jusqu'à ce qu'on en fasse l'expérience et qu'on se Oui, dise, oui. en fait, c'est normal. Moi, je peux comprendre que ça mette du temps Ouais, à process dans la tête, mais dans la tête. ouais. Tu vois, genre dans les actes, Ouais, non, moins. non, non, J'ai non. moins de respect pour les personnes qui. En fait, t'as le droit de pas l'accepter, mais tu processes dans ta tête, c'est ton fils ou c'est ta fille. Tu vas pas la mettre dehors, tu l'aimes, Tout à elle fait. n'a pas changé, etc. Tout à fait. Ça, pour le coup, ça, pour moi, c'est des trucs de base. Ouais, ouais. Tu fous pas la personne dehors ou quoi que ce soit. Enfin, il y a un truc de. Voilà. Tu as le droit de ne pas l'accepter, d'être un peu endurci là-dessus. Par contre, ça peut cogiter dans la tête, ça peut processer dans la tête, et ça prendra le temps que ça prendra. Tu vois, il y en Mhm. a. Moi, je connais encore des gens qui disent non, mais mon père ou ma mère, elle accepte pas trop.
Du moins, on se voit pas beaucoup, mais on se voit quand même. Enfin, tu vois, il y a un truc de. Bon, ça prend du temps, mais il y a des déclics après. Il y a des déclics qui se font, tu vois, genre. C'est comme Toi, ça. c'était comment ton coming out? Si c'est pas trop Moi, perso. c'est pas fait. Ok. Moi, il y a jamais eu de coming out, en fait. Parce que j'en ai pas ressenti le besoin. En fait, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui. C'était même pas genre la peur ou quoi que ce soit, juste, me suis toujours dit. Tu sais, l'enfant rare, il se dit des trucs. Non, non, je me suis toujours dit que j'avais pas besoin de le faire parce que ils n'ont pas besoin de se dire que j'aime un homme ou une femme. Enfin, tu vois, il y a un truc de c'est normal pour moi. Il y a toujours eu un truc de c'est normal en fait. Mhm. J'ai toujours accepté le fait que peu importe, et je le disais toujours, hein, peu importe qui j'aime, vous serez obligé d'accepter. Enfin, une fois, je sais que ma mère m'a demandé tu as un copain, une copine? Je dis bah non, j'ai personne. Et je dis mais tu le sauras quand j'aurai quelqu'un. Donc elle te demandait ce copain ou copine. Ouais, Ok. elle avait plus ou moins compris, mais je lui ai dit tu le sauras. Je dis et je dis de toute façon, je dis ce sera soit un homme, soit une femme. Enfin, tu vois, il y avait un truc comme ça, mais on avait déjà une fois la discussion, après on l'a jamais plus eu, et il fallait que je sois en couple dernièrement là pour présenter du coup la personne avec qui je suis du coup à ma mère, et tu vois elle me dit ah bah je le savais. Bah je dis bah oui mais c'est pas grave. Je dis Ah. c'était ok, mais mais c'était pour moi tabou, mais comme tu vois toute relation pour moi elle est tabou. Mhm. J'ai pas fait rencontrer la personne après un an, tu vois, Mhm. de couple. Donc, et en fait, c'est bizarre parce que depuis que j'ai peut-être 14-15 ans, je disais toujours la même chose. Je disais, de toute façon, quand j'aurai quelqu'un, vous le saurez, et je ne ferai pas rencontrer la personne avant X mois. Moi, j'avais dit, je vais attendre un an avant. Et en fait, bizarrement, ça s'est fait tellement naturellement, ou c'était tellement ancré dans ma tête que vraiment, il y a eu peut-être un an, et après, j'ai dit, ok, c'est bon. C'est bon, il est peut-être temps que je fasse rencontrer la personne. Et voilà. C'est intéressant parce que il y a jamais eu ce moment où euh, enfin comment dire, tu sais, avant de faire son coming out, en général, il y a un non-dit, il y a un secret, Ouais. forcément. Donc, il n'y a pas eu ce moment où tu as dit à ta mère, je suis avec un homme, et il n'y a pas eu une réaction particulière. Ah, putain, c'est fou, ok. Bah, je trouve ça trop bien pour toi, en vrai. Non, j'ai juste dit à ma mère, je suis en couple. Ok. Et elle a dit, elle a dit, ah bon? Ouais, je dis, il s'appelle, voilà, je vais pas Mhm. dire le prénom. Ouais. Un peu de vie privée quand même, mais tu vois, je dis, il s'appelle un tel, et puis elle me fait, ah, ok. Bah, tu vois, genre, elle dit, bah, t'es choqué que je sache que t'aimais bien les hommes? Et je dis, peu importe en fait. Et moi, je ne suis pas fermé, et j'ai toujours dit, et peut-être qu'à ma 40 balais, je vais péter un câble et je serai avec une femme, hein, j'en sais rien, hein. Non, mais enfin, tu vois, j'aime les femmes aussi en vrai. Enfin, j'aime l'humain en fait. Enfin, je me considère aujourd'hui, j'ai longtemps considéré que j'étais pansexuel, mais aujourd'hui, non. Je me dis en fait, on aime qui on veut. Il n'y a pas y a pas d'étiquette à avoir Mhm. en fait. Peut-être que je me suis dit, je me suis sécurisé ça pour ne pas me faire insulter ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, il y a un truc. Tu voulais pas être catégorisé comme gay uniquement, et puis. Non, mais même encore aujourd'hui. Ok. Je me considère dans la communauté LGBTQIA+, Mhm. oui, parce que je suis, je suis avec un homme, et puis c'est comme ça, et cette communauté-là, ça me parle forcément. Mhm. Mais comme je te dis, on n'est jamais à l'abri de péter un câble et de, tu sais pas, Mhm. enfin, il y a tellement de choses qui sont aujourd'hui les normes selon les gens que bah du coup, moi je préfère ne pas me mettre d'étiquette là-dessus, quoi. Enfin, Mhm. c'est ça, ce serait ça le must, ce serait pas de pas mettre d'étiquette. Alors oui, moi je me considère être allié et même dans la communauté LGBTQIA+, mais pour moi ce serait tellement bien de vivre dans un monde où il n'y a aucune étiquette, aucune barrière, mais c'est pas Mhm. possible. Aujourd'hui c'est pas possible, on doit mener des combats pour absolument tout, et parce qu'il y a toujours des relous. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, mais ça m'a choqué, je te jure que ça m'a choqué. Euh, je vois des gens passer, et en fait, j'ai été un peu méchant, tu vois, j'ai un peu bitché, je dis, ah, ils sont un peu ridicules, parce que c'était des personnes qui parlaient comme ça, tu vois, avec cette voix-là, un peu, un peu comme des aristocrates. Et tu vois, c'est ridicule, tu vois, genre. Et la personne m'a répondu, bah alors, c'est ridicule, mais les trans, ils sont ridicules aussi. Et alors, là, mais j'ai bugué, et je te jure, ça m'a retourné ce truc-là. J'ai dit, Mhm.
C'est une personne c'est une connaissance, hein. Je tiens à dire que ce n'est pas une de mes amies ou un de mes amis parce que je pense que ce serait très compliqué, mais Mhm. ça m'a choqué. J'ai dit, mais comment tu peux comparer une situation où là, peut-être j'ai bitché, aussi peut-être j'ai jugé les gens trop rapidement, ou autre, mais comment tu peux prendre la communauté trans pour cible Mhm. dans cette comparaison? Je dis, elle est où il est où le. Et je dis, c'est quoi qui est ridicule? C'est fin. Explique. Et là, Mhm. il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus rien. Et en fait, tu vois, c'est à cause de ces personnes-là qu'on a des combats comme ça, qu'on a une communauté, qu'on a des prides, qu'on a des, tu vois. En fait, c'est des combats, c'est des révolutions. On est obligé aujourd'hui. Enfin, tu vois, Mhm. c'est pour ça que ça me, on n'était pas parti dans l'engagement et tout, mais tu vois, c'est pour ça que je me sens engagé aussi dans mes contenus aujourd'hui. Parce que il y a toujours des relous et tu as envie de leur montrer, bah en fait, tu vois, moi je suis très déçu de J.K. Rowling, hein. Non, mais qu'on en Oui, parle, hein, oui, parce oui. qu'on en parle, cette meuf-là. Parce que Mhm. moi, Harry Potter, c'est toute mon enfance. Ouais, bah, moi aussi. C'est pour ça que je préfère dire que j'adore Harry Potter pour les acteurs d'Harry Potter, ce qui est le cas, puisque j'avais des classeurs de Emma Watson partout chez moi. C'était ma star. Donc je suis très content pour enfin, je suis très content d'Harry Potter pour Emma Watson et pour avoir découvert Emma Watson. Mais vraiment, là, je suis déçu. Tu vois, genre, et ça me dégoûte de dire que je vais boycotter la série. Mhm. J'ai pas envie de boycotter la série. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y a un truc enfin, il y a un truc de, j'ai pas trop envie de boycotter la série parce que je suis tellement attaché à l'histoire et je pense que je vais regarder secrètement les épisodes. Je te le dis, tu peux le mettre, hein, c'est pas grave. Je pense que je vais regarder secrètement les épisodes, mais je vais pas faire la promo de ce truc-là en fait. Mhm. Enfin, même si je kifferais faire la promo de ce truc-là, enfin, j'ai pas envie de donner de l'argent à J.K. Rowling aujourd'hui. Mhm. Ça me dégoûte parce que du coup, enfin, c'est comme si c'était une amie pour Mhm. moi qui m'avait dit ça, tu vois. Genre, je Ouais, me elle suis ternit senti. un souvenir qu'on a, toute Ouais, une je me suis nostalgie senti autour trahi, de. Ouais. Mhm. trahi en fait. Et je comprends qu'on en parle, que ce soit un sujet, etc. Et tu vois, même ce qui se passe aux États-Unis, c'est terrible. Enfin, en vrai, et puis ça va arriver, hein, ça va nous toucher forcément à un moment donné. Ça nous touche déjà, je pense. Mais ouais, aujourd'hui, on vit dans un monde de relou. Tout le monde est Mhm. relou. Tout le monde est relou. Et en fait, on est obligé de se battre pour tout, quoi. Mm. Bah, c'est marrant parce que souvent, bon, je sais que c'est la pire des sources, c'est les réseaux sociaux, mais tu sais, les gens qui disent Attention, ouais. oui, le lobby LGBT, on parle toujours de ça, machin, etc. Je fais, mais en fait, on aimerait tellement ne pas avoir besoin d'en parler autant, en Ouais. fait. Et ça que les gens comprennent pas. S'il n'y avait pas ce genre de réaction, il n'y aurait pas la Pride, par exemple. On n'aurait pas besoin Mais, de mais ce genre de c'est truc. ça, c'est exactement ce que je dis. Et c'est marrant parce que la personne, du coup, qui m'a parlé, enfin, qui m'a dit les trans, franchement, ils sont ridicules. Je lui ai dit, mais explicite. Et il m'a dit, on en parle à outrance. Tu vois, on en parle à outrance, on en fait tout un sujet, etc. Machin. Mais je dis déjà, si on en parle à outrance, c'est parce que on les fait chier, en fait. Mm. Ces personnes-là. Enfin, tu vois, genre, on leur donne pas de droits, ou même s'il y a des droits, ça embête, parce que du coup, ce sont des humains à la base, hein, Ouais, non, mais enfin, tu vois, précisons, ouais. à la base, ce sont des humains, hein, comme tout le monde, donc du coup, ils ont les mêmes droits que tout le monde, tu vois. Ils ont envie d'être, comment dire, Libre, en fait. oui, ils ont envie de vivre, mais ils ont surtout envie d'être épanouis, voilà, Ah oui. comme tout le monde. Même, tu vois, quand là on parle, on fait des erreurs. On dit ils comme si c'est nos frères, c'est nos sœurs. Mm. Enfin, tu vois, genre, moi, mon cousin, il est trans, tu vois, donc, tu vois, la personne savait pertinemment, c'est une connaissance, mais que mon cousin était trans, donc du coup, ça m'a un peu Mm. choqué. Et en fait, moi, c'est des combats qui me parlent, c'est des combats qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont là quand même parce que du coup, il y a toujours des relous. Tu vois, Trump, c'est horrible. Enfin, tu vois ce qu'il dit. Et bientôt, enfin, qu'est-ce qui va se passer, quoi? On vit dans Hunger Games, quoi. Enfin, genre, c'est terrible aujourd'hui. Mm. C'est exactement pour ça que du coup les gens sont là, ils sont présents et se montrent et manifestent et brandissent des pancartes parce que du coup il y aura toujours quelqu'un pour dire en effet on en parle à outrance, toujours quelqu'un pour tu vois moi il y a un truc que je ne comprends pas aussi, c'est les toilettes mixtes, Mm. ça dérange des gens, Je comprends pas non plus. mais j'ai déjà vu ça dérange des gens. J'ai vu quelqu'un sortir d'un toilette mixte. Ah non, mais attends, où sont les toilettes des femmes? Où sont les toilettes des femmes? Où sont les toilettes des hommes? Mais même les hommes, hein. Il y a les deux trucs. J'ai déjà vu ça. J'ai dit, mais je comprends pas. Moi, perso, c'est peut-être une unpopular opinion, mais on n'a pas besoin d'avoir des pissotières, on peut juste avoir des cabines fermées et tout Mais va bien, oui, quoi.
en fait. Enfin... Enfin, moi, je trouve que ça serait beaucoup plus simple, même d'un point de vue. Et tu vois, on parle d'un sujet comment dire, très simple, qui sont les toilettes hommes-femmes, toilettes mixtes, tu vois, genre. Mais ça en dit long. Mais ça en dit long Oui, oui, sur notre société. bien sûr. Il y a encore c'est encore la plupart du temps toilettes femmes, toilettes hommes, quoi. J'ai jamais compris. Et pourtant, des fois, c'est les mêmes toilettes. Mais juste, il y a hommes et femmes sur la porte, quoi. Alors oui, l'hygiène n'est pas pareille dans le sens où bah, t'as les tampons, les machins, peut-être que... Et alors? Mettez-en partout. Et alors? Tu vois, enfin, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est ça, la différence, ils se le disent qu'elle est là. Enfin, quel est l'argument? Moi, j'aimerais bien entendre l'argument de pourquoi un toilette homme, pourquoi des toilettes femmes aujourd'hui? Pourquoi des toilettes hommes, toilettes femmes? Enfin, tu vois. On sait pas. Mais voilà, c'était juste, j'avais envie de parler de ça parce que Non, mais... ça m'a fait réfléchir à ça. Je dis, je comprends pas en fait, tu vois. Non, mais c'est un truc qui me rend assez fou parce que moi, j'habite à Brighton et c'est on va dire la capitale gay de l'Angleterre, Ouais. entre guillemets. Hein. Et les toilettes, en tout cas à l'université, c'était mix. Enfin, en tout cas, tu pouvais en trouver très facilement. Et moi, j'ai trouvé, enfin, naturellement, j'y allais. Enfin, Bah oui, pour oui. moi, c'est pas un sujet, quoi. J'ai pas de mots. Vraiment, moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est vraiment un non-sujet et que franchement, on pourrait. Franchement, je pense qu'on pourrait passer à autre chose, quoi, en vrai, dans notre société. Genre, collectivement, passons à autre chose. Mais quoi. non. Il y a toujours des trucs comme ça, bref. Bon, du coup, pour la dernière partie de ce podcast, je te propose 2-3 questions. On va voir le temps qu'on a. Mhm. Un petit peu random. Alors, peut-être première question. Du coup, on a parlé de beaucoup de choses. Tu as évolué sur certains sujets. Tu as fait ton parcours de vie. Si tu avais en face de toi Jordan qui a peut-être 15 ans, ou Jordan très jeune en tout cas, adolescent, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu donnerais un conseil? Est-ce qu'il y a une phrase que tu as envie de lui dire? Oh là là, ça va tellement être cliché. Non, Genre vas-y. vraiment, bah, genre de croire en ses rêves, merde. Ok. C'est hyper important. En vrai, genre, en fait, je pense que toutes mes pensées rêveuses, on me dit souvent que je suis très rêveur et tout. Ouais, de lui dire de croire en ses rêves, mais de pas trop rêver non plus. Ah. Comment on fait ça? Bah, c'est dur, c'est très dur. Hein. C'est pour ça que je vois une thérapeute. Parce que non, 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 mais en vrai, je pense que c'est très dur, c'est très difficile. Mais tu vois, pour moi, croire en ses rêves, c'est hyper important parce que si j'avais pas cru en mes rêves, ou en tout cas mes ambitions, je serais pas là où je suis devant toi. Enfin, j'aurais pas fait de vidéo, je me serais pas lancé, On se serait je- pas rencontrés. on se serait pas rencontrés. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça de croire en ses rêves pour moi parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même réalisé, en tout cas, la plupart des rêves d'enfants. On va dire pas trop. Bah, j'ai quand même réalisé, tu vois. Je suis déjà monté sur scène. J'ai fait ma petite chanson en mode Jordanelle de pop star que je voulais comme Alizé, comme Britney. J'ai fait pas mal de trucs. Bon, je suis pas encore devant une salle de 1000 personnes. Ça, ce rêve-là, il est pas encore réalisé. Mais tu vois, il est atteignable. Parce que tout ce que j'ai atteint aujourd'hui, pourquoi je pourrais pas atteindre le next level? Pourquoi ça Mhm. bloquerait aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut bloquer? Et justement, je pense que ce qui peut bloquer, c'est de trop rêver. Mhm. Parce que quand tu rêves trop, tu te perds et tu ne fais que rêver. Tu ne fais que rêver et du coup, tu n'as pas d'action. Et pour moi, c'est ça que je conseille aussi, c'est que dans le rêve, il faut de l'action. Et ça, je suis en train de l'apprendre là, ces derniers mois. Je suis vraiment en train de l'apprendre, de me dire qu'en fait, je peux pas avoir mes rêves en me reposant sur mes acquis, en me reposant sur mes rêves précédents qui se sont... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu beaucoup de travail, tu vois, pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, j'ai tendance des fois à l'oublier parce que je me repose sur mes acquis, on va dire, je dis, bah voilà, c'est bon, si j'ai déjà ça, je peux aller beaucoup plus loin et tout, ce que beaucoup font. Mais moi, je pense que voilà, on n'a rien sans rien. Il faut bosser. Alors oui, ça fait vraiment très cliché de dire croire en ses rêves et travailler. Mais dans le travail, pour moi, il y a le fait de pas trop rêver, Mhm. parce que c'est du travail de pas trop rêver, de pas trop penser, de pas trop. Tu vois, des fois, faut plus réfléchir en fait. Des fois, il Mhm. faut y aller, il faut foncer. Et si tu le fais pas, ça ne. Tu vois ce que ça ne va pas bouger. En fait, Mhm. ça, tu vas rester dans le rêve et tout. Et moi, si j'ai un conseil à lui donner à ce mois de 15 ans, c'est ça, c'est de rêver, mais pas trop. J'ai envie de dire, dans le meilleur des cas, tu rates. Au pire des cas, tu n'auras même pas essayé. Et du coup, tu sais même pas si tu aurais pu réussir dans peu importe l'ambition que tu as ou le rêve ou l'opportunité Bah oui, que oui, tu as, c'est quoi. ça, c'est qu'il faut tenter. Il faut Mhm. tenter aussi ce que. C'est ça, c'est de ça. Enfin, se faire confiance aussi. Mhm. De se dire que, en fait, c'est con, mais de se dire, ça va être le truc de toutes les grosses restats, c'est genre,
il faut vraiment croire en ses rêves, il faut surtout rien relâcher, rien abandonner. Enfin, tu vois, c'est cliché, mais en fait, quand tu... je te dis pas que je suis une star, hein, c'est pas ça. C'est genre, je te dis juste que j'ai atteint quelques trucs que je pensais inatteignables. Pour moi, je pars plus de ce principe. Mhm. J'ai atteint ces trucs-là. Je me dis, mais en fait, je vais aller encore plus loin. Mhm. Enfin, c'est pas fini, tu vois. Genre, j'ai 32 ans, c'est pas fini. Ok. Et peut-être dernière question. C'est une question que j'aime beaucoup poser, surtout aux gens que je rencontre. Je trouve que c'est une question qui est assez vulnérable. Mais est-ce qu'il y a dans ta vie, dans qui tu es, etc., est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu penses que tu as encore besoin de travailler? Enfin, c'est quoi le truc sur lequel tu ressens le besoin de travailler? Ouais. Je tiens à le dire, on a fait 2 fois la prise. Parce que du coup, j'avais pas mon élément de réponse. Non, mais tu pourras le garder si tu veux, j'en sais rien. Je tiens à le dire, on a fait 2 fois la prise parce que j'arrivais pas à mon élément de réponse, parce que je lui ai répondu, mais tout est à travailler. Et non, 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 je pense que moi, c'est ma confiance en moi, Ok. se faire un peu plus confiance dans la vie. Je crois que c'est vraiment le truc, tu vois, c'est le déclencheur de plein de trucs. Si je me fais plus confiance, je fais plus confiance en mes relations sociales. Enfin, j'ai plus confiance en mes relations sociales, en mon rapport à l'autre. Si j'ai plus confiance en mes projets, en ce que je fais. Et donc, du coup, je peux aller plus loin. Et en fait, si tu travailles pas ça, pour moi, tu t'exploses en cours de route Mhm. parce que du coup, tout prend de l'ampleur à côté de toi. Euh, mais du coup, toi, t'as pas travaillé ça et donc du coup, tu peux pas aller plus loin. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et je vois une thérapeute pour ça et c'est vrai que je vois que j'ai pas un problème de confiance en moi, mais un truc de il faut que je travaille ça. La confiance en moi, je l'avais pas du tout quand j'étais à l'école, quand je passais au tableau, j'avais les jambes qui tremblaient, j'étais un timide, tu vois, et j'ai travaillé cette timidité, et on revient au sujet du début qui était la timidité, tu vois, et du coup pour moi c'est plus de la confiance en soi, Mhm. et aujourd'hui, tu vois, enfin j'ai su après passer au tableau, j'ai su faire des vidéos, j'ai su mettre des perruques, du maquillage. Enfin, tu vois, je suis allé plus loin que jamais j'aurais pensé dans ma vie, en fait, à aller aussi loin. Et je pense que je peux encore aller plus loin, tu vois. Je dis pas de maintenant montrer mon cul, mais, mais tu vois, tu comprends. Je vais me faire un OnlyFans, en fait. Voilà, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de me faire un petit mime OnlyFans. Voilà. Non, en vrai, la prochaine étape, c'est de me faire encore plus confiance pour mener à bien et à bout mes projets. Mais tu dirais que, du coup, j'entends Voilà. que tu as au moins une certaine forme de manque de confiance en toi. Comment est-ce que ce manque de confiance en toi se manifeste? Mais je pense qu'on l'a tous, tu vois, on l'a tous sur certaines choses dans la vie. Mhm. Moi, il y a des trucs où j'ai hyper confiance, je suis à fond, mais il y a des trucs où j'ai pas confiance. Et en vrai, moi, je pense qu'il y a 80% des trucs que je fais au quotidien, j'ai pas confiance en moi. C'est horrible, hein, mais c'est la vérité. Est-ce que tu veux donner des exemples? Tu vois, par exemple, j'ai pas confiance en moi quand je sors une vidéo. Quoique non. Maintenant, ça, j'ai vraiment travaillé ça. Pour le coup, la partie vidéo, ça a été très long, mais je crois que maintenant, quand je sors quelque chose, je suis fier de moi. Et quoi qu'il, j'ai confiance en moi quand je sors la vidéo. Donc quand je clique, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est acquis, tu vois. Après, il y a plus la confiance par rapport au retour. Tu vois, il va plus avoir la confiance aussi par rapport au processus de création. Est-ce que c'est une bonne vanne? Est-ce que c'est pas une bonne vanne? Etc. Donc ça, c'est plus sur la création de contenu. Et puis dans la vie, les relations sociales, j'ai pas confiance en moi sur certaines relations parce que du coup tu vois la personne elle peut pas constamment me rassurer sur tout Mhm. et tu vois il y a un truc un peu comme ça donc en vrai c'est vraiment naturel mon manque de confiance il est vraiment il est partout quoi mon manque de confiance il est partout mais à une certaine échelle tu vois. Il est dans la création de contenu, il est dans mes relations sociales, il est quand je vais aller prendre une baguette, tu vois, j'en sais rien. Mhm. Non, mais tu vois, il y a tout un truc comme ça. Enfin, tu parlais d'aller prendre une baguette, mais tu vois, moi, il peut être là-dedans, tu vois. Ben, je sais pas. Il y a après, il y a le manque de confiance et le stress. Moi, je suis quelqu'un de très stressé, mais ça émane d'un manque de confiance. Pour moi, enfin, tu vois, j'essaie Mhm. de faire des liens aussi avec la cause, la conséquence, enfin, bref. Mhm. Donc, il y a un truc. Pour moi, le manque de confiance, il est partout, Mhm. dans tout. Mais j'essaie maintenant de bien le jauger, de bien aussi. Tu vois, si t'as pas confiance en ta création vidéo, tout le processus de la création de vidéo, c'est qu'il y a un problème. C'est Mhm. qu'il faut s'écouter, en fait, tu vois. Donc, ouais.
Je vais même répondre à ça. Je pense qu'il faut travailler le manque de confiance, mais aussi mieux s'écouter. Mhm. Parce que c'est en s'écoutant mieux qu'on se fait moins de mal pour moi et que on se fait plus confiance après à l'avenir. Toi, tout est un. Voilà, moi j'ai fait 3 ans de thérapie. Donc je peux vous dire, je rigole, c'est pas vrai du tout. Non, non, mais tu vois, je fais des liens, j'en sais rien en fait. Mais j'en sais rien. Je peux pas te dire où est mon manque de confiance aujourd'hui. Il est partout, il est nulle part. Il arrive des fois, je savais même pas pourquoi, je sais même pas pourquoi il arrive des fois. Mhm. Bah, je trouve que le travail sur soi, c'est quelque chose. Enfin, des fois, on arrive avec le temps à apprendre à se connaître et un petit peu à, comment dire, interpréter nos émotions, pourquoi on se sent comme ça. Et il y a toujours aussi une part de mystère où des fois on se sent d'une certaine façon, ou une certaine situation va nous troubler, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, il y a toujours une petite part de mystère et je pense que c'est un peu tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un peu l'enjeu de ma vie, d'essayer de mieux me comprendre de jour en jour. Et Mhm. c'est tout un travail. C'est le travail d'une vie, quoi, j'ai envie de dire. Bah, c'est le travail d'une vie en fait. Et c'est pour ça que je te dis, il est partout, il est nulle part. Il est quand on s'y attend le moins. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Mhm. Et t'as raison, c'est hyper important de travailler sur soi tout le temps en fait. Et surtout, hein, sur tous les trucs. Moi, je le vois en étant en couple, je le vois encore plus, tu vois, maintenant. Ça ressort beaucoup en Ça couple, ressort les beaucoup. insécurités. En couple, les insécurités, Mhm. mais ça ressort, mais de ouf. Mhm. Et moi, j'avais pas du tout connaissance de ça. Et là, le fait que, tu vois, ça ressort et je me dis, ah ouais, en fait, il y a du travail aussi là et du travail aussi là. Enfin, partout, quoi. Mhm. Voilà. Bon, bah, on va conclure sur ça. Merci beaucoup, Jordan, Merci, d'être venu, Kevin. d'avoir répondu à mes questions, de ta vulnérabilité aussi, parce qu'on a je t'ai posé des questions très. Je suis allé en plein dans le mille, quoi. Non, non, mais ouais, et puis merci à toi parce que c'est toujours bien de remettre à plat en fait des sujets comme ça, et puis même moi de pouvoir m'exprimer aussi un peu plus, parce que du coup, comme je te dis, je dis pas forcément les choses dans mes contenus, ça se voit de manière implicite, et de pouvoir le mettre sur la table là aujourd'hui avec toi et d'en parler, c'est toujours gratifiant. Ah bah, je suis honoré de ta présence et de ce que tu viens de me dire. Eh bien, peut-être avant de terminer, est-ce que tu veux nous dire comment on fait pour te retrouver sur Internet? Vous pouvez me retrouver du coup chez Amour Cheveux Club juste après à Paris, parce que je vais faire mes cheveux là-bas, je n'en peux plus, j'ai envie de couper mes cheveux, voilà. Bientôt sur OnlyFans, qui sait. Euh, Non, en tout cas, en ce moment, vous pouvez me retrouver sur jordan.rotella, sur TikTok, sur Instagram. Et puis restez connectés, parce qu'il y a des petites scènes qui peuvent se faire, des petits drag shows. Je suis co-organisateur aussi bientôt d'une soirée LGBTQIA+, qui va se passer sur Paris République, et qui sera du coup la première. Elle sera le vendredi 6 juin 2025. J'espère que tu sortiras ce podcast Je vais avant. essayer, c'est ce que je me Si tu, disais. si tu ne sors pas ce podcast avant, sachez que la première est passée et que la deuxième arrive bientôt, si la première a eu un succès. Ce qu'on ne sait pas encore. Voilà. On On sait pas croise encore. les C'est une doigts. soirée LGBTQIA+, pop, colorée. Il y a des drag shows, il y a des petits happenings. Il va y avoir des petits stands aussi. On est en train de voir si on peut mettre des petits stands en fait pour faire découvrir des créateurs, etc. Enfin bref, c'est une soirée vraiment dans un lieu intimiste, chaleureux, et du coup qui n'excédera pas 250 personnes. Ok. Donc c'est vraiment, quand je dis c'est vraiment intimiste, c'est intimiste, et surtout en plein cœur de Paris, à République. Ouais. Et on y sera tous les deux en plus. Ben oui. Donc si je sors Donc, la enfin, vidéo ouais, à non, temps. moi j'y serai pas là. Ce sera Jordanelle. Ah, pardon, ok. Voilà. Ou Miley Cyrus. Je sais pas trop. Donc nous deux, on sera là, toi en Jordanel et moi en tant que Kevin, hein, Voilà, voilà, c'est ça ne ça. change pas. Et donc si je sors la vidéo à temps, vous pourrez nous y voir, voilà. Sinon, désolé, on s'est passé déjà. Voilà, c'est passé déjà. C'est ça. Bon, en tout cas, je mettrai tout dans la description, bien sûr, sur Spotify, sur YouTube, partout, 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 partout. Et donc, encore une fois, je te remercie beaucoup. Merci à toi. C'était top. Salut Jordan, merci. Salut.